Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Un format très particulier aujourd'hui, tout simplement parce que nous allons nous attaquer aux règles de base du Blood Bowl. Le but de cette vidéo c'est quoi? C'est tout simplement que n'importe qui ne connaît pas le Blood Bowl ait une idée un peu précise de ce à quoi s'attendre s'il a envie de jouer, voire même qu'il connaisse un petit peu les règles de base et qu'il sache tout simplement ce à quoi il va faire face s'il veut lancer une partie. Euh, c'est un format qui est très différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne où en fait j'allume la caméra et je me filme en train de jouer un match et je commente en direct ce que je fais de mes plays. Mais j'ai eu pas mal de demandes, plutôt de proches hein, en règle générale, mais au final je vois que la chaîne grandit un peu donc je me dis que j'ai un devoir de pédagogie par rapport à ça, notamment par rapport à Thomas, Manon, Leslie. Tiffen, des gens Elliot aussi, des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit bah, comment est-ce qu'on joue à Blood Bowl. Et en fait c'est vrai que bah, c'est bien beau de regarder la chaîne, mais des fois on comprend pas tout. Et j'ai essayé de faire un petit cadre de vidéo qui me permette d'être assez rapide et en même temps de vous donner des éléments clés sur enfin, ce qui se passe quand on parle de faire un match de Blood Bowl et les règles de base à maîtriser histoire de comprendre un peu comment le jeu se joue. Et je pense que c'est aussi un rappel qui peut être utile à des joueurs plus expérimentés, notamment, enfin c'est bête, mais un rappel des actions de base et je pense que je vais essayer de commenter un peu la pertinence et des situations dans lesquelles on peut les utiliser ou des choses à faire qui peuvent être intéressantes un peu pour tout le monde aussi. Blood Bowl c'est quoi? Blood Bowl c'est un jeu de football américain dans l'univers de Warhammer. Je sors la définition du jeu officiel, hein, mais c'est un jeu de sport ultra violent où vous jouez le rôle d'un coach d'une équipe hétéroclite de joueurs luttant pour dominer le terrain. C'est la définition de Warhammer, c'est l'entreprise qui détient bah, justement Warhammer 40 000, tout ce qui est jeu de figurines. Et Blood Bowl à la base c'est bien un jeu de figurines. D'ailleurs, je suis avant tout moi, avant d'être un joueur sur ordinateur, je suis un joueur de figurines. Vous pouvez le voir ici, un champion orc Varag. Et donc on voit bien le petit socle de la figurine ici. Et le champion humain qui lui fait face dans la boîte de base du jeu, Griff Oberwald, le meilleur joueur de tous les temps. Voilà. Donc c'est des figurines, c'est du football américain. En fait, on va faire un parallèle qui va souvent revenir dans la vidéo. C'est des échecs avec une part d'aléatoire et de la gestion de risque. C'est-à-dire que là où les échecs, il y a énormément de mémoire et de connaissance des tactiques à utiliser et d'anticipation sur les tours à venir, Blood Bowl, il y a pas mal de ça. Il y a aussi ce système de terrain avec des cases et en fait vous avez vos 11 figurines contre 11 figurines adverses ou du coup 11 joueurs contre 11 joueurs là parce qu'on va parler on va pas mal faire nos démonstrations sur le jeu en ligne et l'idée c'est que vous rajoutez un ballon là-dedans contrairement aux échecs, mais vous avez aussi la possibilité par exemple de détruire enfin souvent vous allez pouvoir taper l'adversaire, il y a un côté un peu ludique en mode on se tape dessus et il y a un côté où des fois on démarre à 11 contre 11 mais on finit à 6 contre 8. Et au milieu de tout ça, vous mettez un ballon qui fait que bah, en fait, vous allez essayer de marquer des touchdowns comme du football américain et vous allez avoir différents moyens d'y parvenir. Il y a un côté donc gestion de la prise de risque. Avec quoi? On joue avec donc des figurines, mais surtout avec des équipes. Il existe 28 équipes officielles. Il y en a actuellement 16 dans le jeu vidéo. Elles arrivent au fur et à mesure. Et ces équipes officielles, là, on voit sur l'écran des elfes sylvains, enfin un elfe sylvain. Donc il y a des équipes qui sont agiles, plusieurs équipes d'elfes. Il y a des équipes qui sont extrêmement lourdes, des orques, des hommes lézards. Et en fait, chaque équipe a son style de jeu, ses joueurs particuliers. Donc en fait, vous n'avez pas les noirs et les blancs comme aux échecs, mais vous avez 28 équipes différentes avec 28 types de joueurs. Enfin, en fait, dans chaque équipe, vous pouvez acheter, vous avez un budget pour faire votre équipe, et avec cette équipe-là, vous allez pouvoir derrière jouer au jeu et modeler un peu l'équipe selon aussi les joueurs que vous préférez. C'est-à-dire que même au sein des équipes, vous pouvez, enfin, quand vous jouez orc, en fait, entre un coach orc et un deuxième coach orc, il peut y avoir de très très grandes variétés de joueurs que vous prenez dans l'équipe.
C'est du tour par tour, donc c'est-à-dire que c'est chacun son tour, comme aux échecs. Cependant, là où aux échecs c'est pièce par pièce, à Blood Bowl, vous jouez toute votre équipe et après l'autre joue toute son équipe. Vous avez 8 tours chacun en première mi-temps et 8 tours chacun en deuxième mi-temps. Et le but c'est à la fin du match, celui qui gagne le match c'est celui qui a mis le plus de touchdowns. Euh, il y a une mécanique qui est extrêmement connue à Blood Bowl et dont il faut absolument parler, c'est la mécanique du turnover. Un turnover, c'est quoi? C'est le fait. Alors attendez, je vais me le sortir carrément parce que il y a 11 turnovers possibles. En fait, le turnover, c'est très spécifique à Blood Bowl d'ailleurs. En fait, c'est un événement qui va se produire et qui va mettre fin à votre tour prématurément. Enfin, le turnover met fin à votre tour. Ça peut être extrêmement embêtant parce que c'est très très punitif. C'est-à-dire que il faut imaginer qu'en fait vous êtes au milieu de votre tour, vous avez un plan de jeu de prévu en vous disant que vous emmenez vos figurines à un certain endroit ou vous emmenez votre équipe vous avez un plan de jeu et en fait vous ratez une action. Donc il y a un jet de dés que vous faites un échec sur le jet de dés. Parfois des échecs qui sont critiques, hein, c'est-à-dire que vous avez très peu de chances de rater. Le fameux double crâne dont on parlera plus tard, c'est une chance sur 36. Et en fait, quand vous faites ce jet de blocage là, une chance sur 36, cela met fin à votre tour. Le turnover en règle générale, donc il y a 11 possibilités différentes, on va pas toutes les évoquer, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand votre joueur tombe par terre ou pendant votre tour, ou quand le ballon tombe par terre pendant votre tour. C'est-à-dire que vous avez le ballon en main à un moment donné, et si le ballon tombe par terre, ça fait un turnover, et donc c'est immédiatement au tour de l'adversaire. Et c'est hyper, le mot punitif est vraiment très adapté, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir votre tour, vous aviez d'autres actions de prévues, c'est terminé pour vous et vous vous arrêtez là. Et en plus, dans le cas où un de vos joueurs tombe par terre, votre joueur a en plus la possibilité de se faire sortir du terrain. On va repartir sur les basiques et on va parler un peu, voilà. Donc là, vous avez par exemple les différents. Donc il y a la noblesse impériale. C'est des humains, mais pas les mêmes que l'équipe humaine classique qu'on voit ici, les humains. Par exemple, les humains, ils peuvent avoir un halfling, alors que la noblesse, donc le halfling, c'est le petit gars là en bas à gauche, avec la casserole sur la tête. Là où la noblesse n'y ont pas accès. Là, on a des orques avec leurs cousins, les orques noirs, mais c'est pas exactement les mêmes équipes. Et c'est pas la même façon de jouer tout le temps. Il y a les exceptionnels Skaven avec lesquels je tiens à dire que je suis numéro 1 mondial, c'est important de le placer actuellement, parce que ça peut, ça fait depuis 2022, mais ça peut changer à n'importe quel moment. On a les Nurgle, des chaotiques, les élus du chaos, justement d'autres chaotiques. On a des elfes, les elfes, l'Union elfique, les elfes noirs. On a les elfes sylvains qui viennent d'arriver cette saison de Blood Bowl 3. Donc voilà, on a les morts vivants aussi. Il y a vraiment plein de possibilités et c'est extrêmement intéressant de regarder tout ça. Euh, je vais regarder un peu en particulier. Donc, il est très important de dire. Donc vous avez un budget pour créer votre équipe. En règle générale, il est de 1 million quand vous jouez en ligue. Il y a deux, on y reviendra plus tard, hein, ça, mais on va parler de la ligue un petit peu là. Donc vous avez un budget de 1 million de pièces pour faire votre équipe. En fait, vous voyez là ici, je vous montre avec ma souris, il y a différentes valeurs de joueurs. Donc c'est-à-dire que là par exemple le lanceur humain qu'on voit ici, il vaut 80 000 pièces. Donc on parle en pièces d'or, hein. Et donc le logre à côté il vaut 140 000 pièces. Donc il vaut beaucoup plus cher, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes compétences. Ça me paraît important d'en parler tout de suite des caractéristiques. On va prendre un jeune humain, un humain de base, un 3 quarts, un humain de ligne. C'est vraiment on va dire le joueur basique. Et on peut dire que, enfin, on va dire, on peut partir de cette base-là pour parler de tous les joueurs de Blood Bowl. Donc on voit 5 caractéristiques à gauche ici. Vous avez le mouvement, donc qui représente le nombre de cases que ce joueur peut parcourir au maximum lors de son activation. Donc en fait tout simplement voilà, mouvement 6, donc le joueur est capable de faire 6 cases. 6 cases en diagonale, en horizontal, en vertical, vous pouvez le déplacer dans tous les sens. Il faut savoir qu'un terrain fait 26 cases de long et 7 plus 4 et 15 cases de large. Donc ça fait 6 cases, c'est à la fois beaucoup et en même temps, s'il est à l'autre bout de l'action, ce sera difficile de le faire venir. Vous avez la compétence de force.
qui est en fait la puissance de votre joueur et tout simplement ça sert sur les actions de blocage, donc bah là en attaque comme en défense. En gros ça permet de savoir combien de dés vous allez jeter. D'ailleurs on n'en a pas énormément parlé mais c'est vrai enfin Blood Bowl repose sur des jets de dés et souvent des D6 et en fait il y a à la fois des D6 quand vous jetez enfin quand vous faites des jets d'action avec le ballon ou alors il y a des dés de blocage quand vous tapez des joueurs adverses. Et voilà, donc on y reviendra un peu plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez plus de force que l'adversaire, vous jetez 2 dés, vous décidez quel résultat vous prenez. Là où si vous avez une force équivalente à l'adversaire, vous jetez un seul dé, et c'est ce résultat qui s'applique. Et si vous avez une force inférieure à l'adversaire, vous jetez 2 dés, mais c'est l'adversaire qui choisit le résultat qui l'arrange. Donc autant vous dire que c'est très important de gérer sa force et ses actions de blocage, on y reviendra un peu plus tard. L'agilité, donc là l'agilité c'est pour les jets de ballon justement. Et aussi pour les jets d'esquive. Donc en fait c'est toutes les situations où vous allez avoir bah, c'est précisé un jet d'agilité à faire. Donc là il y a un petit 3+. En fait c'est que le jet de base c'est du 3+. C'est-à-dire que quand vous jetez un D6, sur un 1 ou un 2 vous ratez l'action, et sur un 3, 4, 5 ou 6 vous la réussissez. Donc c'est-à-dire que par exemple ce joueur-là essaie de ramasser le ballon, enfin on va dire sans condition particulière. Parce que, en fait, le Blood Bowl, c'est un jeu qui est, petite digression, c'est un jeu qui est assez facile à comprendre, hein. Je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, même 6, je compte, ouais, 7 actions spéciales, enfin 7 actions possibles avec vos joueurs. Donc au final, c'est vraiment, enfin on va y revenir, c'est assez facile de savoir quelles sont les 7 actions disponibles. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est tous les petits modificateurs qui vont s'appliquer et les conditions qui vont rendre le jeu plus facile ou plus difficile. Voilà. Donc je disais un jet de ramassage du ballon avec ce joueur-là sans aucune condition négative. En fait, bah, le ballon est par terre, vous déplacez votre joueur sur la case où est le ballon, et en fait votre joueur réussit à prendre le ballon avec lui sur un résultat de 3 ou plus. Donc c'est-à-dire que vous avez 2 chances sur 3 de réussir à ramasser le ballon. D'ailleurs, enfin, il y a un éternel débat sur, parce que c'est vrai qu'on est sur un jeu de gestion de risque, et il y a un côté facteur chance forcément, c'est-à-dire que si vous ratez plein de jets de dés, ça va être difficile de gagner. J'ai des débats même avec des personnes très proches de moi qui me disent que c'est 50-50 la chance et la tactique dans Blood Bowl. Moi, mon avis, il est plus tranché sur le sujet. Pour moi, la part de réussite est quand même assez limitée. Elle est présente aux alentours de 20-25%, mais en fait, on peut vraiment enfin, on peut jouer son tour et jouer sa partie autour des échecs que vous pouvez avoir et autour aussi enfin, on va dire des fois vous allez prendre des gros risques, mais en fait le gain peut être énorme à côté. C'est-à-dire que vous allez jeter un dé où c'est 30% enfin ou même 20% de réussite, mais en fait si vous réussissez votre action, vous remportez le match ou en tout cas vous vous mettez dans des conditions extrêmement favorables pour l'obtenir. Moi je suis très favorable à l'idée de prendre des risques si c'est pour permettre, si c'est pour faire en sorte que l'adversaire en prenne encore plus. Je continue sur les caractéristiques. La quatrième, c'est la compétence de passe, probablement celle qui est le moins utilisée pour chaque joueur. Donc là, à nouveau, on a le petit plus. Donc c'est-à-dire que si ce joueur tente de passer le ballon pour une passe éclair, qui est la passe la plus courte du jeu, il y a différents types de passes, on y reviendra plus tard. Sur un 4, 5 ou 6, il réussit son action. Et sur un 1, 2, 3, enfin, il rate son action. Donc, par exemple, si on rate le ramassage du ballon, la balle rebondit depuis où on est. On verra ça tout à l'heure. Et en cas de passe ratée, il y a différentes possibilités qui peuvent se produire, mais souvent, c'est pas bon. Voilà. Enfin, le jet d'armure. Donc ça concerne l'adversaire. C'est la résistance du joueur, c'est-à-dire que quand ce joueur-là est mis au sol, vous jetez 2 d6, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller, vous avez une variance qui va de, je sais pas si c'est variance le mot, qui va de 2 à 12, parce que vous pouvez faire 2 fois 6 ou 2 fois 1, et vous pouvez faire plein de jets entre les deux. Et donc voilà, si vous mettez le 3 quarts humain à terre, sur un résultat de 9 plus avec 2 dés, donc si vous faites 9, 10, 11 ou 12, vous passez son armure. Voilà. Donc ça, c'est les 5 caractéristiques. Bon, enfin, en fait, quand on a évoqué les caractéristiques des joueurs et quand on a évoqué les actions possibles à faire, en fait, vous avez déjà les bases du Blood Bowl et vous pouvez jouer. Après, il y a tout un côté où en fait, il faut maîtriser déjà toutes les règles ensemble et en plus de ça, des petits modificateurs qui viennent on va dire, se rajouter les uns aux autres, mais qui sont au final pas si compliqués que ça à prendre en compte. Et en fait, moi, je dirais que plus
ce qui rend les joueurs, enfin vraiment entre un débutant et un excellent coach, la différence peut parfois ne tenir qu'à une trentaine ou cinquantaine de matchs. Mais en fait, derrière, ce qui va faire la différence, ça va parfois être l'expérience sur la connaissance de je joue des humains contre des orques, et donc je sais que dans ce match-là, pour gagner, il vaut mieux que je joue de telle manière ou de telle autre manière. Et ça, pour le coup, c'est plus compliqué à savoir, mais il y a des possibilités d'apprendre rapidement, notamment par exemple en regardant des chaînes YouTube liées au Blood Bowl. Et enfin il y en a quand même quelques-unes. On va en parler rapidement parce qu'ils sont quand même très sympas. L'ogre qui est très cher, qui vaut quasiment 3 fois le prix d'un humain de ligne. Lui, vous le voyez, mouvement de 5, donc il est moins rapide qu'un 3 quarts normal. Force de 5, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle les big guys, les gros bagarreurs. Euh, En fait, c'est des joueurs qui sont, bah, on le voit, hein, qui sont massifs et en fait, il compte comme un joueur sur le terrain, mais il est capable enfin, avec une force de 5, il est capable de bloquer, de bloquer beaucoup de joueurs adverses et même en infériorité numérique. On verra pourquoi cette infériorité numérique peut jouer plus tard. On voit aussi qu'il est très solide, 10 plus d'armure. C'est pas un très bon passeur. Il a moins d'agilité et de mouvement donc que le 3 quarts humain, mais en fait, on le voit, il est là pour taper. Contrairement au 3 quarts humain, là vous voyez, il a 5 compétences qui sont affichées qu'il a de base. Donc il y a le 3 quarts humain qui n'a pas de compétences de base, donc en fait vous l'avez tel quel et vous le jouez tel quel. Et l'ogre là par exemple qu'on voit qui a 5 compétences, il a ce qui s'appelle des négatraits. Donc là on le voit solitaire et cerf-volant, c'est des compétences négatives qui vont en fait matérialiser le fait que ce joueur-là est plutôt, enfin, bah tout simplement il est dans l'équipe mais il obéit pas tout le temps à ce qu'on va faire. Et en plus, il peut être stupide par moment, moins que le troll, mais des fois, il peut se perdre au pire moment. Et à côté de ça, on a des compétences, on va dire, de force. Là, ici, on a la compétence châtaigne, par exemple, qui fait des modificateurs à certains jets de dés. Ou on a la compétence crâne épais, qui permet de survivre encore mieux si vous êtes mis au sol. On en reparlera un peu plus tard. Voilà. Une compétence enfin, là, on a deux compétences qui me paraissent très importantes et qu'on va évoquer plus tard, on va voir plus tard. Il s'agit de la compétence blocage. En fait, quand vous jetez un dé de blocage et que vous tapez un adversaire, il y a un résultat, le crâne, qui veut dire que que vous êtes plaqué, enfin, vous avez raté votre action et vous tombez. Et il y a un résultat, le pot, où le adversaire, je sais plus c'est quoi le terme exact d'ailleurs en français. En gros, c'est un jet de dé avec une étoile qui dit, qui fait que l'adversaire est plaqué dans tous les cas. Adversaire plaqué d'ailleurs, ça doit être ça. Voilà. Et donc le blocage permet que sur un jet de dé qui dit les deux au sol, le, comment, la compétence blocage, qui est probablement la meilleure compétence du jeu, permet en fait à votre joueur de rester debout et de faire tomber le joueur adverse, sauf s'il possède lui aussi blocage. Une autre aussi compétence qui me paraît importante à évoquer, c'est la compétence esquive, qui a aussi un rôle très important sur les jets de blocage, mais on y reviendra un peu plus tard. J'ai évoqué toutes les caractéristiques. Je pense que maintenant on va passer sur le terrain pour rendre réel un peu les choses, parce que là c'est vrai que c'est beaucoup de théorie, mais au final sur le terrain c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. On a donc la possibilité de jouer sur plateau ou en ligne. Là, moi, je vous le présente en ligne parce que ça me paraît plus facile à faire avec ma petite tête en même temps et peut-être un peu plus pratique. Jouer en local, hop, mes équipes. Donc, je sélectionne deux équipes, hop. Alors, où est-ce qu'ils sont? Une tête rouge avec des orques. Voilà, ils sont là. Donc, je lance le match. Les deux équipes sont à peu près la même valeur, donc il n'y aura pas de prime de match. On en parlera, c'est aussi. Voilà. Et on va décortiquer les différentes actions possibles. Donc voilà. Vous le voyez, vous avez devant vous un terrain de Blood Bowl. Enfin, il va apparaître d'ici quelques petites secondes. On le devine derrière les logos. Euh, et donc voilà, on a ce grand terrain, donc on va prendre un peu de hauteur. Vous le voyez, il y a des cases ici là sur le terrain. Je me rappelle plus comment est-ce qu'on fait pour comment? Pour avoir les cases apparentes, je crois qu'il y a une option qui permet. Ouais, bah c'est ok. Donc voilà, donc là on a une grille avec les cases, en fait qui permet de voir justement
le terrain dans son ensemble. Donc on a 13 cases de long, 15 cases de large. Et donc en fait vous avez votre équipe comme ça, vos joueurs, que vous placez sur le terrain. Et donc là on est sur une phase de coup d'envoi. Donc en fait l'équipe adverse va se placer. Donc là c'est moi qui la place, hein, je joue contre moi-même pour vous montrer un exemple. Mais voilà, donc l'équipe se place comme ça. Et en fait, vous derrière, vous êtes là par exemple le joueur humain, et en fait vous allez vous placer en conséquence. Donc en gros vous avez un placement de départ des deux côtés, un peu comme les échecs, hein, chacun a sa formation de départ, même si dans les échecs elle est tout le temps identique. À Blood Bowl, vous décidez de vous placer et vous mettez vos joueurs dans la formation que vous le souhaitez. Il faut savoir que il y a des règles quand même et qui font un peu penser au football américain, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de comment vous avez l'obligation de mettre trois joueurs sur la ligne, en fait au contact de la ligne du milieu. Donc c'est-à-dire que là l'orc n'a pas le choix il doit mettre trois joueurs et vous pouvez en mettre deux maximum sur les ailes. Donc en gros c'est un peu comme au football américain où c'est-à-dire que vous avez une ligne de scrimmage et en fait vous avez les joueurs qui sont forts, enfin il y a les lignes qui sont placées là et souvent ça démarre en grosse bagarre au centre du terrain. Mais enfin il y a certaines équipes, par exemple les elfes, qui vont en règle générale fuir le combat et le contact et donc qui vont parfois assez peu exploiter, en fait qui vont se mettre là et puis qui vont fuir le contact le plus vite possible pour essayer d'aller créer des opportunités sur le ballon. Parlons des différentes actions. Ok, donc on envoie le ballon, hop, voilà, donc il faut savoir qu'il y a tout le temps un coup d'envoi à Blood Bowl. Après que les deux équipes soient placées, il y a un défenseur et un attaquant. Donc là, l'humain et l'attaquant ici. Et en fait, il y a un coup d'envoi qui peut parfois renverser les choses. C'est-à-dire que enfin, la défense peut prendre l'initiative, ça peut permettre de replacer un joueur, ça peut permettre de gagner une relance. Justement, les relances, vous le voyez ici en haut à gauche de l'écran. En fait, vous pouvez acheter des joueurs dans la création de votre équipe, mais vous pouvez aussi acheter du staff à côté. Et le staff le plus important, c'est les relances. Qu'est-ce que c'est qu'une relance? Tout est dans le nom. En fait, ça vous permet de relancer un jet de dés. C'est-à-dire que je vais faire un jet sur un joueur adverse, et en fait, je vais pouvoir, si le résultat ne me convient pas, le relancer. Là, j'ai trois relances, donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser. Elles sont réinitialisées à la mi-temps. Donc, c'est-à-dire que trois fois dans la mi-temps, je vais pouvoir relancer un jet de dés qui ne me plaît pas. Par contre, un jet de dés ne peut être relancé qu'une fois, donc c'est-à-dire que si le résultat du jet ne me plaît toujours pas ou est pire que le premier jet de dés, je vais être obligé de le conserver. Et donc il y a vraiment un côté où en fait il y a une gestion. Moi je dis souvent que Blood Bowl c'est une gestion des effectifs et des relances, parce qu'en fait vous avez vraiment si vous perdez vos relances rapidement, en fait vous allez être à la merci d'un mauvais jet de dés sans avoir la possibilité de le relancer justement. Et donc vous allez potentiellement offrir à l'adversaire des possibilités de vous mettre en échec beaucoup plus facilement. Et lui va être tenté de vous mettre encore plus sous pression. L'action de mouvement de base, je viens d'en faire une, mais je vais en refaire une autre. Je prends mon 3 quarts humain ici, et en fait je peux le bouger de 6 cases. Vous le voyez là, j'ai une marge de 6 cases autour de lui. Et donc je peux par exemple le déplacer de 4 cases ici, en diagonale, puis faire une case à la verticale et une case à l'horizontale ici. Voilà. Donc on peut se déplacer dans tous les sens. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que je peux faire cette action de manière totalement libre parce que je suis démarqué. Quand je suis marqué un joueur, donc en fait quand je suis à côté d'un... Donc on le voit, le marquage d'un joueur, c'est les 8 cases qui sont autour de lui. Si vous avez un joueur adverse dans ce marquage, vous êtes donc marqué par cet adversaire et vous le marquez mutuellement. Et en fait, si vous voulez partir de ce marquage, vous devez faire un jet d'agilité. Et donc là, on en parlait, c'est le fameux. Donc là, on est sur un blitzer, c'est un 3 quarts humain en plus rapide avec la compétence blocage. Et donc, si je veux partir de la zone du gobelin adverse, je dois faire un jet d'esquive à 3+. Donc c'est-à-dire que je vais jeter un D6. Donc là, dans le jeu, c'est un générateur de résultats aléatoires. Et en fait, j'ai 2 chances sur 3 de réussir mon jet de dés. Par contre, si je le rate, si je le réussis, j'ai fait une case dans cette direction et je peux faire les 6 autres, comme je ne suis plus marqué, je peux faire les 6 autres cases partout où je veux. Mais si je rate mon jet de dés, c'est fin du tour alors que j'ai joué que 2 de mes joueurs jusqu'ici. Voilà. Donc ça c'est le mouvement en règle générale. Alors attends, je vais me mettre devant quand même pour éviter d'oublier des trucs. Donc il faut savoir que dans la vie il y a les textes sacrés, il y a le code de la commande publique et il y a le livre des règles du Blood Bowl. Très important, voilà. On a chacun ses lectures préférentielles. Bah moi c'est celle-là. Donc le mouvement.
Voilà, donc je le disais, on peut déplacer ses joueurs sur toutes les cases inoccupées. Par exemple, c'est pareil. Là, mon joueur, si je l'emmène dans la zone de tacle d'un joueur, donc il a fait 3 cases de mouvement sur les 7 qu'il peut le faire. Vous voyez, il a 7 de mouvement. Donc là, il lui en reste 4. Mais si je veux me déplacer, comme je me suis mis dans la zone de marquage d'un joueur adverse, je dois faire une esquive pour quitter la zone. J'en profite pour parler rapidement des modificateurs. Cette esquive, elle est à 3+, parce que c'est le jet d'agilité de base du joueur, l'une de ses 5 caractéristiques. Mais si j'esquive dans une zone de tacle enfin, si je vais dans une zone qui est déjà dans... Si j'esquive vers une zone vide, en fait là, la zone où je vais, il n'y a aucune zone de tacle autour, c'est un 3+. Si par contre je vais dans une zone, je suis marqué et je vais dans une zone où c'est toujours marqué, et j'ai un malus de -1 qui s'applique. Donc vous voyez, c'est un jet de 4+. Donc en fait, à la place de 3+, je passe à 4+. Si j'allais dans 2 zones de tacle, ça serait du 5+, et dans 3 zones, du 6+. Ça veut dire que si je veux faire une esquive dans 3 zones, je jette un jet de dés et il n'y a que le 6 qui me donne la réussite. Ça veut dire que sur 1, 2, 3, 4, 5, mon joueur tombe par terre. Ce qui est, enfin, en gros, j'ai de très grandes chances de me retrouver au sol. Et donc, il y a vraiment ce côté, il faut pas prendre de, enfin, il faut éviter en fait, il faut éviter au maximum de prendre des risques la plupart du temps pendant son tour. Après, il y a des situations où vous pouvez vous dire, bah, je vais prendre des risques en début de tour parce que ça va comment conditionner le reste de mon tour. Mais en règle générale, il est toujours conseillé et c'est toujours une très bonne chose. Là par exemple ce halfling, je n'ai pas prévu de faire d'action spécifique avec lui. Il a 5 cases de mouvement. Et bien je vais aller faire une action de mouvement avec lui. Je ne suis pas obligé de faire mes 5 cases de mouvement. Donc là par exemple je m'arrête là. Et en fait ce jour-là il a joué et son action elle est effectuée. Là par exemple j'ai mis des joueurs autour du ballon pour protéger on va dire la zone de ramassage du ballon. Je vois que le chrono tourne donc il va falloir que je parle un petit peu plus vite. Enfin au pire je vais je vais passer au tour adverse. Euh, Allez, donc, si on fait une action de mouvement et qu'on va sur la zone du ballon, il y a une action de ramassage qui s'ensuit. Donc là, je jette un jet de dés et j'ai fait 6, donc j'arrive à ramasser la balle. Il faut savoir que ce joueur-là, il avait une compétence qui lui permettait de faire prise sûre, qui lui permet en fait de, de comment? De, de relancer le jet de ramassage s'il le rate. Mais bon, ça c'est des petits détails. Euh, alors attendez, toc. Euh, comment est-ce que je fais pour... Ok, donc là on est passé autour des orques. Toc, je me replace. Voilà. Donc là je suis passé du côté des orques et je vais pouvoir vous parler un peu d'autres actions. Celle qui m'intéresse le plus et celle qui est le plus liée à Blood Bowl, c'est l'action de blocage. L'action de blocage, ça consiste en quoi? En fait, vous avez un joueur en face d'un autre joueur, donc marqué, et en fait vous le tapez tout simplement. Ce qui se passe, c'est que vous comparez votre force à l'adversaire. Donc là j'ai une force de 2 contre l'adversaire qui a une force de 3 ici, le blitzer humain. On le voit, force 2 contre force 3, c'est très bien fait, c'est en blanc. Ce qui veut dire que je jette 2 dés et que l'adversaire choisit le jet de dés qui l'intéresse. C'est pas terrible. Et en fait, il va y avoir un système à Blood Bowl, donc, qui est probablement une des choses les plus compliquées à prendre en compte, de soutien. C'est-à-dire que là, j'ai un joueur démarqué, si ce n'est par le joueur que je veux taper, et donc en fait qui va aider mon joueur à bloquer. Donc c'est-à-dire qu'il lui apporte un soutien de +1. Alors il faut savoir que quelle que soit la force du joueur que j'emmène, qu'il soit force 2 comme un autre gobelin, ou force 3 comme un blitzer, ou même force 4 comme un bloqueur costaud, les orques ont vraiment beaucoup de puissance physique, euh, le soutien n'apporte que +1 enfin que +1 à la force. Mais là vous voyez j'ai un gobelin force 2, mais comme il a deux camarades qui viennent l'aider, il a force 2 +1 et +1 donc +2, force 4 contre force 3 et donc je jette 2 dés de blocage. Voilà. Et là, vous le voyez donc on voit un peu de loin là, donc là on voit donc là il y a une quand vous voyez le pot comme ça, l'étoile, c'est que votre adversaire va tomber. Sauf s'il a la compétence esquive ici, mais voilà. Et il y a la flèche qui est le résultat le plus... En fait, sur le D6, il y a 6 faces, donc logique. Il y a le crâne où vous tombez, l'opuscule où les deux tombent à terre, la flèche sur deux cases, enfin sur deux faces, qui permet juste de repousser l'adversaire dans une case en face, et vous avez le pot qui permet de, enfin défenseur bousculé, qui permet de faire tomber l'adversaire. Donc là voilà, quand vous faites tomber un adversaire, vous avez le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Il faut se poser toujours la question de savoir qu'est-ce qui se passe.
Et là on le voit, on a fait un jet d'armure. Donc c'est-à-dire qu'on a essayé on a jeté 2 dés, on a fait 8 et il fallait faire 9 plus pour passer l'armure du joueur adverse. Cette mécanique de blocage, c'est ce qui fait la saveur du jeu. Et c'est ce qui permet notamment de faire tomber les joueurs adverses, de faire du dégât et potentiellement de prendre l'avantage dans le match. Là, on le voit, on a un bloqueur costaud face à un receveur humain force 2. Même si le receveur humain a de l'aine, comme on a force 4 et qu'on voit il y a un soutien, une flèche rouge là ici, lui il a force 2 plus un 3, c'est pas suffisant. Ça s'applique dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que mes coéquipiers m'aident pour taper, mais moi ses coéquipiers l'aident pour se défendre aussi. Voilà, là on voit par exemple le blitzer humain ici, il n'apporte pas de soutien parce qu'en fait, il est gêné par mon troll à moi. Il y a vraiment un côté où en fait, il faut que le soutien de votre joueur soit démarqué. Donc, c'est-à-dire que là, le 3 quarts ici, il est démarqué. Il a personne autour hormis le bigoon. Et donc, enfin le bloqueur. Et donc, si je veux le taper, voilà. Je viens de faire un jet de 2 dés et ça, c'est un mauvais jet de dés. C'est-à-dire que j'ai crâne, donc c'est moi qui tombe par terre, et Poskull, donc les deux plaqués, et donc où on tombe tous les deux à terre. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité d'utiliser une de mes deux relances, ce que je vais faire pour relancer ce jet de dés. Voilà. Donc j'ai de nouveau un crâne, et j'ai ce résultat de défenseur bousculé. On est sur un des rares cas où l'équipe adverse on voit la petite sorte de flèche jaune là, esquive. C'est une compétence qui lui permet de ne pas tomber quand il y a ce résultat-là. Mais on l'a vu avec le blitzer humain juste avant, qui n'avait pas cette compétence. On a fait le même résultat de jet D et le joueur adverse est tombé. Là, vous voyez force 4 contre force 3. On bloque à 2D. Et donc là, on a le meilleur résultat du jeu. C'est le défenseur plaqué. Donc là, quelles que soient les compétences adverses, si vous avez cette face-là, l'adversaire tombe. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous pouvez rester sur place. Et donc là, on voit une cinématique. Ça veut dire qu'on a passé là. Donc, enfin, moi, j'ai appliqué un- une règle dans le jeu. Et donc, on le voit là en bas. J'ai fait 11 sur le jet d'armure, à 9+, et donc s'ensuit un jet de blessure. Le jet de blessure, c'est quoi? En fait, vous rejetez 2 dés, et sur un 2 à 7, l'adversaire est sonné, donc en fait, il ne pourra pas jouer au prochain tour, ce qui est quand même très handicapant. Et sur un résultat de 8-9, il part KO, et sur un résultat de 10-11-12, il est sorti du terrain. Donc sorti du terrain, ça veut dire qu'il ne revient pas en jeu. KO, il a une chance de revenir à la prochaine phase de jeu. On est passé du côté des humains. Hop là. Donc voilà, c'est du tour par tour, hein. C'est-à-dire que je peux jouer tous mes joueurs, et tant que je ne fais pas de turnover, je peux continuer mon tour jusqu'à temps qu'il me reste des joueurs à jouer. Donc ouais, le jet de blessure, j'en ai parlé rapidement. Voilà, donc vous tapez un adversaire si vous arrivez à passer son armure, vous faites un jet de blessure. 8-9, il sort du terrain, il est KO, mais il peut revenir à de prochaines phases de jeu, potentiellement à la mi-temps. Vous voyez en haut, on a 8 tours chacun. Et 10, 11, 12, il est sorti du terrain, donc il peut même mourir d'ailleurs. Il y a il y a différentes gravités de blessures, et en fait le joueur peut potentiellement décéder. Donc il y a des formats de jeu où en fait l'équipe va évoluer au fur et à mesure des matchs, et des fois vous allez avoir un joueur qui va avoir des compétences supplémentaires parce qu'il a pris de l'expérience, et en fait il va mourir. Et c'est aussi le côté, enfin Blood Bowl, ça peut être un jeu qui peut être très frustrant potentiellement là-dessus. Les actions. On a parlé du mouvement, ce qui était important. On a parlé du blocage, ce qui était très important. Il y a ce qui s'appelle des actions de passe et de transmission. Alors, c'est pour ceux qui connaissent le football américain, ça va leur parler. Pour les autres, un peu moins. Donc là, vous voyez, j'ai un joueur qui a le ballon, ici, là, avec une petite lueur bleue. Et en fait, ce joueur-là, il peut transmettre ou faire la passe à un coéquipier. Donc, on va faire une action de transmission. Donc, c'est-à-dire que ça permet de se déplacer. Donc ici, vous voyez, je fais par exemple 3 cases comme ça. Et en fait, après, de transmettre le ballon. euh, ah oui, je suis bête, j'ai pas déclaré. Alors, c'est d'ailleurs bien fait pour moi. Blood Bowl, c'est un jeu déclaratif. C'est-à-dire que quand vous faites une action, vous devez la déclarer. Donc si je n'annonce pas avant que je vais faire une action de transmission ou une action de passe, je ne peux pas la réaliser. Donc je vais vous la montrer au tour suivant. Et en attendant, je vais passer sur une des actions clés du Blood Bowl, qui est le Blitz. Le Blitz, c'est la combinaison d'une action de mouvement et de blocage. Vous y avez droit une fois par tour. C'est-à-dire que vous allez déplacer votre joueur. euh, Hop là, et vous allez taper l'adversaire. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, le mouvement, vous l'avez vu, donc là par exemple c'est une caractéristique de 6. Il faut savoir que tous les joueurs peuvent faire 2 cases supplémentaires en jetant un des 6. En fait,
pour chaque case supplémentaire qu'il veut faire, vous jetez un D6, ça s'appelle foncer. Et en fait, sur un 1, votre joueur tombe par terre. Par contre, sur un 2, 3, 4, 5, 6, il continue de progresser. Et donc, il peut aller plus loin que les 6 cases, par exemple, de l'humain. Donc là, on voit, on va faire 6 cases, plus une, pour aller taper le joueur adverse ici. Voilà. Donc, on a réussi notre action de pousser, enfin de foncer. Là, on le voit en bas, on a fait un 2+, on a fait un 4. Donc c'est bon, l'action est réussie. Et on a fait une action de blocage à 2D sur l'orc, le blitzer orc en face. On a fait que le repousser. Je vais passer rapidement, je vais vous montrer les autres actions de ballon. Donc les actions de ballon, on a la passe. Donc on a la passe qui permet tout simplement de... Hop là, j'ai pas fait le fin du tour. Voilà. Donc l'action de passe qui permet d'envoyer le ballon dans les airs. Donc en fait vous êtes... j'ai encore fait la même bêtise. Donc vous devez la déclarer avant de faire votre action. Et donc là en fait en bas il y a les actions plus qui existent. Et donc voilà, donc vous avez la possibilité de passer le ballon jusqu'à 13 cases. On le voit là, il y a la limite. Vous pouvez faire une passe dans le vide, mais la plupart du temps si vous faites une passe dans le vide et que la balle tombe par terre, il y a turnover, et donc c'est à la fin de votre tour. Donc vous allez par exemple vouloir faire la passe à un de vos camarades, enfin un de vos joueurs sur le terrain. Et donc là par exemple on a une compétence de passe de 2+. Donc en fait l'action va être réussie sur un 2, 3, 4, 5 ou 6. Si je déclare cette action de passe, hop là, action de passe, hop, je recule de 2 cases, parce qu'en fait vous pouvez vous déplacer avant de faire votre action, et que là je fais une passe, mais donc du coup à plus de 3 cases, donc là à 5 cases, en fait vous avez de toute façon vous le voyez, hein, il y a un schéma là avec les petites lignes, et en fait ça détermine la difficulté de la passe. Plus vous passez loin, plus vous prenez le risque d'échouer, et donc là on va tenter une passe 3+, pour essayer de faire la passe au joueur. Donc j'ai réussi, j'ai fait 6 sur la passe, donc la balle est partie. Et après il y a une action de réception du ballon. Il faut savoir que quand la balle arrive sur votre joueur, en fait il fait un jet d'agilité pour réceptionner le ballon. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous devez réceptionner le ballon. Euh, à côté de l'action de passe, il y a l'action de transmission qui permet en fait juste de... Donc là vous ne lancez pas le ballon dans les airs, vous le transmettez à un coéquipier. Et donc là une nouvelle fois c'est pareil, c'est un jet d'agilité pure. Donc c'est à dire que là mon joueur fait son action de mouvement et ensuite peut donner la balle à un coéquipier. C'est un résultat de 3 ou plus. Malheureusement, j'ai fait 1, j'ai raté l'action. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La balle rebondit par terre. Donc on jette un D8. Voilà. Et là, elle est partie. Donc en fait, il y a 8 rebonds possibles. Elle est tombée par terre. Et donc il y a un turnover. Et c'est au joueur orc de jouer. Il faut savoir que si elle avait rebondi sur un de mes joueurs qui l'avait attrapé, comme elle n'aurait pas touché le sol, il n'y aurait pas eu de turnover. Et j'aurais été sauvé. Mais bon, voilà. Action de mouvement, c'est fait. Action de ramassage qui est dans le mouvement, c'est fait. La passe, la transmission, c'est rapidement expliqué, mais en gros, vous avez simplement des caractéristiques qui vous permettent de faire progresser le ballon. C'est ça qu'il faut retenir. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, quand vous ramassez le ballon avec un joueur, vous n'êtes pas obligé de garder la balle avec lui et d'aller marquer avec ce joueur. C'est-à-dire que vous pouvez garder la balle avec votre passeur en milieu de terrain et faire une passe à un joueur démarqué pour aller marquer un touchdown dans la zone là-bas. D'ailleurs, je vous propose qu'on essaie d'aller voir ce que peut donner un touchdown. Hop. Il y a l'action de lancer de coéquipier qui est une action spéciale ou en gros qui permet notamment à un ogre de comment de mince de lancer un camarade gobelin. Voilà. Donc là, j'ai fait une action de mouvement. Il faut savoir que quand vous relevez, vous consommez 3 points de mouvement. C'est-à-dire que là, mon blitzer, il a tapé. Et en gros, enfin, il a poursuivi l'adversaire. Donc ça fait 3 plus 1, 4. Et là, il lui reste 3 cases de mouvement derrière. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, il y a une action qui est très importante aussi qu'on va mettre, enfin que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, je vais faire une action de blocage pour libérer la voie à un receveur pour essayer d'aller marquer. Donc là, je fais les deux au sol, sauf que comme mon joueur a blocage, il fait tomber le joueur adverse. Donc là, on a passé l'armure du gobelin, mais on n'a pas réussi à le sortir du terrain. Donc là, vous voyez, on a raté notre action de ramassage avec le receveur, et on va la relancer. Et donc du coup, on a perdu une relance en haut, mais en relançant, on a fait 5, et donc on a réussi notre action, et notre joueur part dans la zone adverse. Je vais passer du côté des orques ici. Il y a une action à Blood Bowl. Donc Blood Bowl, on est vraiment sur un jeu qui est assez fun entre guillemets, hein. Et en fait, vous avez une action qui s'appelle l'agression. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir piétiner un joueur à terre. Donc en fait, il suffit de ramener votre joueur à côté du joueur que vous souhaitez piétiner. Et en fait, l'intérêt de l'action d'agression, c'est que plus vous avez de camarades à côté, et ça vous sert de bonification pour faire le jet d'armure. Donc c'est-à-dire que si j'ai
3 camarades autour du joueur adverse, je vais avoir un bonus de +3 pour passer le jet d'armure. Alors ça s'applique que sur le premier jet, hein, le jet d'armure. Pour le jet de blessure derrière, pour sortir du terrain l'adversaire, c'est pas simple. Voilà. Et donc là, d'habitude, c'est un 9 pour passer l'armure de l'humain qui est par terre. Mais en fait, là, si je le piétine, et comme j'ai l'aide d'un camarade et que les adversaires sont marqués, je vais y arriver sur un 8 +. C'est-à-dire que je me mets à côté et je le piétine au sol. Le seul problème de cette action qui est un peu illégale, enfin qui est légale dans le jeu, hein, mais qui est évidemment, c'est pas très bien vu tout le temps de piétiner des joueurs à terre, c'est que si vous faites un double sur le jet d'armure ou le jet de blessure, votre joueur peut être expulsé du terrain. Et en fait, donc il est littéralement l'arbitre, le sort du terrain manu militari, et il ne peut plus prendre part au match. Voilà. Le mouvement, c'est fait. La passe, la transmission, c'est rapidement expliqué. Le lancer de coéquipier, comme je vous ai dit, c'est une action de passe où vous lancez en fait un coéquipier minus à la place du ballon. C'est une action qui est très très fun et qui peut conduire enfin, si le minus par exemple a le ballon, ça peut conduire à un touchdown ou à des actions de folie. Il y en a déjà eu sur ma chaîne notamment pour ceux qui se rappellent du lancer de troll. L'agression, c'est bon. Et après, il y a des actions spéciales avec des regards hypnotiques, etc. Mais on n'en parlera pas parce que c'est des actions spécifiques. Là, vous voyez, je fais une action de mouvement et je vais dans la zone d'embut adverse avec le ballon. Ce qui fait que je marque un touchdown. Et là, vous le voyez en haut à gauche. Et ben, en fait, je mène désormais 1-0 au score. Euh, on n'en a pas assez parlé, mais c'est vraiment le point le plus important du jeu. C'est-à-dire qu'il faut marquer plus de touchdowns que l'adversaire pour gagner le match. Et donc il y a un aspect gestion du jeu. C'est-à-dire que, en gros, là j'ai marqué tour 7, ce qui va laisser à l'adversaire deux tours pour essayer d'aller égaliser avant la mi-temps. À la mi-temps, quoi qu'il arrive, enfin, quand il aura fini son tour 8, on repartira à 0 pour une deuxième mi-temps avec les joueurs que... Là par exemple, vous avez vu, il a un joueur qui était KO, bon, un gobelin qu'on a mis KO. En fait, il faut savoir qu'à chaque phase de jeu, ce joueur jette un dé, et sur un 4, 5 ou 6, il revient en jeu. Par contre, sur un 1, 2, 3, il reste totalement KO sur le bord du terrain. Voilà. Donc là, on a l'orc qui a 2 tours pour attaquer. Euh, voilà. Et donc, par exemple, il y a un coup d'envoi temps mort qui permet de gagner un tour. C'est un coup d'envoi qui est assez rare, parce que c'est... Enfin, en gros, je vais pas vous le faire rapidement, mais selon le coup d'envoi... Enfin, quand vous jetez un jet de coup d'envoi, c'est enfin c'est vous jetez un dé 2d6 et donc en fait il y a des coups d'envoi qui ont plus de probabilité que d'autres que d'arriver. Mais bon, ça c'est les coups d'envoi, c'est vraiment anecdotique dans Blood Bowl. Euh, de quoi est-ce que je peux vous parler? Je pense que j'ai fait le tour. Enfin, là, vous avez l'essentiel pour jouer à Blood Bowl. Vous avez à quoi servent les caractéristiques des différents joueurs. Le mouvement, c'est pour faire le nombre de cases que vous pouvez faire sur le terrain de Blood Bowl. La force, c'est ce qui vous permet de bloquer. Donc je vous le rappelle, là vous avez le blitzer qui est en face d'un humain avec les deux ont force 3. Mais comme j'ai un petit camarade qui est med ici et qui n'est pas marqué, j'ai force 3 plus 1, donc force 4. Et donc je jette force 4 contre force 3 2D et je choisis le résultat qui m'arrange. Comme j'ai la compétence blocage avec ce joueur, je vais essayer de prendre les deux au sol pour faire tomber mon adversaire. Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais choisi de faire un truc. Là, on le voit, force 3 contre force 3. Aucun camarade qui m'aide. Je ne jette qu'un dé et je n'ai pas le choix sur le résultat du jet de dé. Voilà. Et 2 dés contre. Ici, le gobelin. Ah, il tape un receveur, donc c'est force 2 aussi. Et voilà, là il y a un crâne, et donc du coup ça voudrait dire que mon joueur tombe à terre. J'ai raté mon action. Et en fait, comme mon joueur tombe à terre, fin du tour automatique, turnover, vous le voyez. Et le jeu est donc très punitif là-dessus. Voilà, donc je le disais, ce qui compte c'est d'avoir mis plus de touchdowns que l'adversaire à la fin du match. Et donc vous avez vraiment un côté, alors ce qui s'appelle le ball control. En fait, moi je dirais plus la gestion du timing. Où c'est-à-dire que il faut être capable de... Enfin, si vous marquez tour 2 de votre attaque, vous allez laisser 7 tours à l'adversaire pour marquer et pour égaliser avant la mi-temps. Et en fait, si vous marquez tour 2, il faut être confiant dans ses capacités d'aller contrer l'adversaire enfin, il peut se passer plein de choses dans le match, mais il y a tout ce qui s'appelle le ball control, donc en fait qui est le fait de gérer sa phase d'attaque pour marquer en 8 tours. Ça existe au football américain aussi, c'est la gestion de l'horloge. C'est-à-dire que vous ne voulez pas marquer, pas quand au football américain on fait notamment ça quand il reste assez peu de temps à l'horloge avant la mi-temps. Et donc en fait, pareil que le football américain, c'est-à-dire quand on arrive à la fin de l'horloge, et donc là à la fin des tours, c'est fin du, enfin on repart avec nos joueurs pour la deuxième mi-temps. Ou alors on arrive à la fin du match. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, si vous marquez tardivement
dans la mi-temps, vous laissez moins de tours à votre adversaire pour essayer d'aller marquer. Donc moi je suis pas spécialement pour le ball control en règle générale, mais des fois c'est très important de gérer sa phase d'attaque. En fait, quand vous n'arrivez pas à faire de dégâts à l'adversaire et quand il lui reste toutes ses relances, si vous marquez vite, et potentiellement si vous en plus vous prenez un peu de dégâts, si vous marquez vite, en fait vous vous explosez juste, ça perd le match 2-1, vous allez marquer tour 3 et lui il va marquer tour 8 et tour 16 et vous l'aurez dans le baba. Voilà. Donc ça c'était sur la gestion un peu de, de match. Rapidement, donc il y a deux façons de jouer à Blood Bowl. Soit vous jouez en format résurrection, enfin deux façons, il y en a plus que ça, mais il y a deux façons générales de jouer à Blood Bowl. Euh, le format résurrection, c'est ce qui fait que votre équipe, elle est régénérée à chaque match. Et en fait, c'est un format qui est très utilisé dans les tournois pour éviter que si vous avez trop de pertes dans vos rangs, bah en fait, ce soit pas intéressant de jouer les matchs suivants. Et même que certaines équipes soient avantagées par rapport à d'autres. Et en fait, le format résurrection, il permet que vous reprenez tout le temps la même équipe pour jouer avec les mêmes compétences et votre équipe est figée. Le format League, que je pratique, enfin je pratique les deux formats moi avec grand plaisir et j'aime beaucoup. Me demandez pas de préférence entre les deux, j'y arriverai pas. Peut-être le tournoi quand même. Le format League, il permet de faire de l'expérience. Là vous voyez, donc tous les joueurs sont à zéro en matière de PSP, donc c'est points de star player, c'est ça. En fait, c'est quand vous réussissez des actions, des touchdowns, des passes, des sorties, c'est-à-dire quand vous arrivez à sortir l'adversaire du terrain sur une action de blocage. Bon, on l'a pas fait pour l'instant. Euh, et bah tout simplement, vous marquez des points d'expérience et donc vous réussissez. Alors attendez, j'aimerais réussir à faire du dégât. Je vais peut-être pas y arriver. Et en fait, vous marquez des points. Et en fait, à partir d'un certain nombre de points, vous pouvez apprendre des compétences supplémentaires. Qui vont par exemple vous permettre de faire tomber les adversaires plus facilement. Qui vont vous permettre de, quand l'adversaire est tombé, de lui faire mal plus facilement. Qui vont vous permettre de passer le ballon plus facilement. Là, je vais essayer une action de passe avec mon passeur orc. Donc, le passeur orc qui ramasse la balle à 3+, il fait une passe à 2+, et il y a une réception du ballon à 3+. Il a aussi une compétence négative qui s'appelle l'animosité où en fait, en gros, il peut refuser de passer la balle à ses coéquipiers. Pas très sympa. Et là, vous voyez, il a réussi son action. Passe, ramassage de ballon 3+. Le ballon était par terre sans modificatif négatif. Et il a un jet d'agilité de 3+. Animosité, donc en fait, il faut faire tout sauf 1. Il a fait 2. Tout va bien. Et derrière, l'action de passe, c'était du 3+, pour réussir une passe à 3 cases. Et ensuite, la réception du ballon était à 3+. J'ai réussi l'action de passe. Et donc, vous voyez, j'ai marqué un point d'expérience. Hop là. J'ai marqué un point d'expérience sur mon passeur, qui apparaît donc. Alors attendez, si on. Je vais pouvoir cliquer dessus plus facilement comme ça. Voilà. On voit ici qu'apparaît là un point de Star Player. Donc à partir de 6 points pour un joueur de niveau 1, donc c'est les joueurs rookies entre guillemets, à partir de 6 points, vous pouvez acheter une nouvelle compétence. Enfin, même vous pouvez aussi en tirer aléatoirement, il y a différentes possibilités d'avoir les compétences, mais en gros, à partir de 6 points, vous pouvez choisir une compétence primaire classique. Il y a différents types de compétences. J'ai parlé de blocage et d'esquive qui sont les plus classiques. Ce qui est un peu compliqué à Blood Bowl aussi, c'est qu'il y a plein de compétences existantes. Et donc en fait, selon l'équipe que vous affrontez, les joueurs ont des compétences différentes. Et ça peut très bien être des compétences négatives pour l'adversaire, mais ça peut aussi être des compétences qui le rendent plus fort. Ou là par exemple, on a le receveur humain qui a la compétence réception, qui lui permet de relancer tous les jets de réception. Donc c'est-à-dire que quand le ballon est transmis ou est passé ou qu'il rebondit sur le receveur, en fait vous jetez un jet d'agilité avec, enfin selon s'il y a des marquages, etc. Il y a différents malus, mais comment? Vous mince vous faites le jet de réception et donc vous pouvez le relancer naturellement sans avoir utilisé de relance d'équipe. Il y a pas mal de compétences. La compétence passe qui est possédée notamment par le passeur orc et le passeur humain que j'ai perdu de vue, qui est là ici, qui permet de relancer naturellement un jet de passe. En fait, chaque joueur a sa mission sur le terrain. Et en fait, quand vous avez votre équipe de 11 joueurs, bah, vous avez vraiment le côté où vous avez un passeur qui va prendre le ballon et qui va essayer de le distribuer au joueur le plus adapté, potentiellement, s'il subit la pression, se débarrasser de la balle sur une passe pour un joueur démarqué et potentiellement les marquer. D'ailleurs, par exemple, donc j'en parlais, il y a des modificateurs négatifs de jet de dés. Imaginons que je vais faire une transmission avec ce 3 quarts là, ce 3 quarts orc ici, qui a 5 de mouvement, et donc transmettre le ballon à un joueur ici.
Vous le voyez là, on a deux Blitzer Orc. Il y en a, enfin, c'est les mêmes joueurs là ici, qui ont le même mouvement, même agilité, etc. Cependant, si je fais la transmission à ce joueur-là, c'est du 3+, et si je mets la transmission à ce joueur-là, c'est du 4+. Sur une action de transmission, en fait, en règle générale, sur la transmission, même quand on reçoit le ballon, c'est le joueur qui reçoit le ballon qui compte. Donc c'est-à-dire que j'ai un jet d'agilité de 3+ pour recevoir le ballon de base, mais comme il y a un joueur adverse qui est dans ma zone, même s'il est marqué, il me gêne pour réceptionner le ballon, et donc c'est un jet de 4+ pour réceptionner le ballon. Voilà. Voilà. Et ben justement, j'ai fait 3. Donc j'ai raté la réception du ballon. La balle est tombée par terre et donc ça a fait turnover et donc fin du tour. Voilà. Euh, je pense qu'on est déjà à 50 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal. J'ai fait toutes les caractéristiques des joueurs. Je vous ai fait les différentes actions spéciales, les différentes actions, le mouvement, la passe, la transmission, le lancer de coéquipier, le blocage, le blitz, l'agression et les actions spéciales. Les caractéristiques, il n'y en a que 5 à connaître. En fait, comme je vous dis, le jeu est facile à comprendre. Euh, on va dire c'est facile de savoir, de réussir à faire une passe, de comprendre comment est-ce qu'on fait pour faire une passe. En fait, bah voilà, il suffit d'avoir le ballon en main et de réussir un jet de caractéristiques. Donc c'est-à-dire que vous jetez un dé et avec un niveau de caractéristiques. Voilà. Je vais finir sur les placements. Qui sont très importants. En fait, les placements de départ et les placements d'attaque. C'est-à-dire que là, moi j'ai fait un placement de départ en défense. En fait, je suis obligé de mettre 3 joueurs sur la ligne de départ. J'aime bien les désaxer pour forcer l'adversaire à se mettre un peu sur un côté et potentiellement à dégarnir de l'autre côté. Et en fait, vous voyez, là, je fais un placement en couronne, qui est mon placement un peu fétiche, où en fait, j'ai 3 joueurs en premier rideau. Donc je les place toujours à 2 cases pour est-ce qu'il y a un coup d'envoi qui permet à l'équipe qui attaque de gagner une case. Donc ça me permet d'éviter de me faire taper mes joueurs qui sont en premier rideau. C'est pour ça que je les mets à 2 cases. Et en fait, j'ai que 3 joueurs qui sont exposés et les 5 derrière sont plus difficiles à atteindre. Ce qui permet de protéger ces joueurs clés et de pas perdre l'initiative sur les jets adverses. Voilà. En règle générale, quand vous êtes en attaque, vous allez vouloir sécuriser le ballon. euh, et vous allez vouloir taper l'adversaire le plus possible parce que si vous tapez l'adversaire, et ben au final, on a vu le gobelin est pas revenu KO d'ailleurs. Si vous tapez l'adversaire, vous allez pouvoir comment? Euh, vous allez pouvoir lui faire du dégât et donc potentiellement gagner le match parce que votre adversaire a moins de joueurs que vous. Je vous montre rapidement. Donc, il faut savoir que on peut. Donc, le terrain n'est pas comment? Enfin, si vous sortez, si la balle peut sortir du terrain, elle est renvoyée sur le terrain automatiquement, mais de façon aléatoire. Et si par contre votre joueur sort du terrain, il y a un jet de blessure automatique qui est effectué contre lui. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jet d'armure, on fait un jet de blessure directement et donc il peut être blessé très facilement. Voilà. J'ai oublié d'en parler. Donc je disais le blocage. Si vous êtes moins fort que l'adversaire, c'est 2 dés contre. Donc l'adversaire choisit lequel dé l'arrange. Si vous avez la même force, c'est 1 dé et c'est le résultat du dé qui s'applique. Et si vous avez plus de force que l'adversaire, c'est 2 dés. Euh, si vous avez plus du double de la force de l'adversaire, donc là par exemple le troll a force 5 et il a 2 soutiens, donc 6 et 7, et il tape un humain qui a 3, donc j'ai plus du double de sa force, je tape à 3 dés mon adversaire. Et donc je choisis lequel des 3 dés m'intéresse. Donc là voilà, je vais prendre le pot pour faire tomber l'adversaire. Et donc, hop, et je vais le poursuivre. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Je pense qu'on est pas mal. Le jeu il se joue en ligue, il se joue en ligne et sur plateau. La communauté est hyper accueillante. Je vous mettrai en lien les Discord, que ce soit de la communauté plateau ou de la communauté jeux vidéo. En fait, vous trouvez toujours des gens pour soit vous proposer un match amical. La communauté Blood Bowl est quand même extrêmement nombreuse, hein. On parle de plusieurs dizaines de milliers de joueurs partout dans le monde. Euh, et en fait, vous trouverez toujours des gens pour vous prêter des figurines, pour vous expliquer s'il y a des trucs que vous comprenez pas en ligne, même si l'interface est quand même plutôt bien faite, je trouve. Et enfin, d'ailleurs, c'est une société française, Cyanide, qui a mis le jeu en place et supporté par un Econ, donc, enfin, qui ont mis en place Blood Bowl 3. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que globalement,
là, c'est un jeu, c'est ludique. L'important c'est quand même de passer un bon moment, même si là on a fait de l'explication de règles assez théorique pendant assez longtemps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à aller sur le Discord, même à demander sur la vidéo si vous avez le moins de doute. J'espère ne pas avoir oublié trop de trucs. Ce qui comptait pour moi c'était vraiment d'insister sur... là vous le voyez, là, il y a le chrono qui tourne en haut. C'est fait pour, enfin, vous avez un temps limité pour faire vos tours dans le jeu en ligne avec une banque enfin, vous avez 2 minutes par tour plus 7 minutes 30 au global sur tout l'ensemble de la partie que vous pouvez cumuler sur des tours un peu plus compliqués. En gros, c'est pour permettre en ligne que la partie dure environ 1 heure 10. Là où sur plateau, elle dure souvent 2 fois plus. Parce qu'il y a le temps de sortir les figurines, de se présenter les équipes. Voilà. Euh, c'est un jeu qui est quand même très stratégique, c'est-à-dire que même si les règles sont faciles à comprendre sur l'aspect qu'est-ce que je fais avec une caractéristique et comment est-ce que, enfin voilà, comment est-ce que je gagne, marquer plus de touchdowns que l'autre, comment est-ce que je marque des touchdowns, je m'empare du ballon et je fais en sorte d'emmener le ballon dans la zone adverse. Voilà. Mais à côté de ça, il y a tout le côté où en fait il faut essayer de calculer pourquoi est-ce que, voilà, je vais dire une bêtise, pourquoi est-ce que je vais aller coller mon adversaire ou pourquoi est-ce que je vais au contraire fuir le contact le plus possible. Comment est-ce que je fais pour optimiser ma vitesse ou optimiser ma force contre l'adversaire. Et ça s'apprend avec la répétition de match, en regardant des trucs en demandant conseil ou en regardant des vidéos conseils, des choses comme ça. Et bah, ça vient avec le temps, quoi. Voilà. J'espère que le format vous aura plu. Je l'ai fait un peu, j'avais mon petit plan à suivre, mais j'ai essayé de, enfin, j'ai essayé de m'y tenir, mais de faire un peu avec tout ce à quoi je pensais. J'espère ne pas avoir oublié de choses trop importantes. Il faut savoir qu'il y a plein de petites règles en plus. Il y a des gains de, je l'ai dit par exemple, vous avez 1 million pour créer l'équipe et vos joueurs coûtent, les joueurs et les relances coûtent de l'argent. Mais à côté de ça, vous avez la possibilité de gagner de l'argent pendant les matchs en ligue, etc. Enfin, il y a plein de petites règles additionnelles, mais là, vous avez tous les éléments de base pour jouer à Blood Bowl. Donc vous n'avez plus d'excuses maintenant et vous serez capable de comprendre quand je vous dis j'ai vraiment pas eu de chance parce que l'adversaire m'a fait plein de blocages et il m'a fait plein de sorties. Bah voilà, c'est que il a eu des meilleurs jets de dés que moi. Et si par contre bah, j'ai gagné, c'est que j'ai sûrement mieux joué que l'adversaire. Voilà, la mauvaise foi est très importante à Blood Bowl. Merci à tous d'avoir regardé. On est enfin, on est sous l'heure de vidéo. J'espère avoir couvert l'essentiel et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.